C'est moi au sommet d'un train à grande vitesse. Et là, c'est moi dans une montgolfière pour répondre à certaines des questions scientifiques les plus débattues sur Internet. Par exemple, mon pilote de montgolfière ici présent dit qu'il peut me faire atterrir où je veux, et pourtant, il n'y a rien ici qui ressemble à un volant, ce qui soulève la question, comment dirige-t-on vraiment ces engins? Donc, nous dirigeons. Et maintenant, je suis au sommet du train pour comprendre une fois pour toutes pourquoi, si vous sautez à l'intérieur du train, vous atterrissez au même endroit, mais pas si vous sautez sur le toit du train. Mais je ne m'arrête pas là. Criant. Parce qu'aujourd'hui, nous allons explorer 5 autres énigmes de physique et d'ingénierie en utilisant des démonstrations simples au fur et à mesure. Parce que notre objectif d'ici la fin de cette vidéo n'est pas seulement que vous connaissiez les bonnes réponses, mais surtout que vous compreniez pourquoi ce sont les bonnes réponses. Pour commencer, j'ai une énigme scientifique pour vous que la plupart des gens se trompent. Quel est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir franchi le mur du son? En d'autres termes, un objet qui voyage à plus de 1235 km/h dans l'air, dépassant la vitesse du son, créant ainsi un bang supersonique très bruyant. Alors, qu'en pensez-vous? La plupart des gens que je questionne disent soit une balle, soit une fusée, soit même un avion à réaction. Mais cette technologie remonte très loin, genre 5000 ans en arrière. Parce que le premier objet fabriqué par l'homme à avoir franchi la vitesse du son est un fouet. Le son que vous venez d'entendre était littéralement un bang supersonique. Ce qui signifie qu'au sommet de son mouvement, la pointe du fouet se déplace plus vite que 1235 km/h. Ok, si vous avez trouvé la bonne réponse, voici une question bonus. Quel est presque certainement le premier moment où vous-même avez entendu un bang supersonique? Voici votre indice. Il est presque statistiquement certain que tout le monde a la même réponse à cela, remontant à des millions d'années. Exactement. Le tonnerre. En gros, l'éclair surchauffe l'air 5 fois plus chaud que la surface du Soleil, et cela provoque une expansion si rapide de l'air qu'il franchit le mur du son, créant une fois de plus un bang supersonique. Et si cette pépite de connaissances juteuses vient de faire du bien à votre cerveau? Pleure. Rends ce son plus cool en post-production. Ouais. Attachez-vous, car il nous en reste 6 autres, y compris au numéro 2. Avez-vous déjà remarqué, en prenant des boissons dans une glacière, que même si elles contiennent la même quantité de liquide, une canette de Coca classique coule, alors qu'une canette de Coca Light flotte? Pourquoi cela? Eh bien, notre premier indice est que nous savons que les objets moins denses, comme ce bouchon, flottent, et que les objets plus denses, comme ce boulon, coulent. Mais ce n'est pas seulement vrai pour différents objets, c'est aussi vrai pour différents liquides. Comme pour une vinaigrette, où l'huile moins dense flotte sur le vinaigre plus dense. Et effectivement, quand on compare les étiquettes respectives, on remarque une différence flagrante. Le Coca classique contient plus de 3 cuillères à soupe de vrai sucre, ce qui rend cette canette plus dense que le Coca Light, qui n'a que de l'édulcorant artificiel. Cela signifie que celle-ci est juste un peu moins dense que l'eau, ce qui la fait flotter, tandis que celle-là est juste un peu plus dense que l'eau, ce qui la fait couler. Mais on peut aller encore plus loin. Ici, j'ai un mur que j'ai rempli de 8 liquides domestiques différents, du miel au savon à vaisselle, en passant par l'huile pour bébé. Et ils se superposent naturellement avec une densité croissante à mesure que l'on descend. Donc, si on jette, disons, un tas de balles de golf dedans, elles couleront comme une canette de coca à travers toutes les couches jusqu'à ce qu'elles atteignent une couche plus dense qu'elles, moment où les balles de golf s'arrêtent de tomber et se posent sur cette couche. Tu plaisantes. Ce qui signifie que vous pouvez avoir un objet différent qui s'arrête sur chaque couche. Waouh. Tant que vous passez beaucoup plus de temps que vous ne voulez l'admettre. Cool. À tester beaucoup plus d'objets que vous ne voulez l'admettre. Celui-ci, c'est un coup de dé. Mais au final, il n'est pas difficile de rationaliser le temps perdu quand ça a l'air aussi cool. D'ailleurs, vous pouvez faire une version simple de ceci à la maison en remplissant un verre avec de l'huile de cuisson et du savon à vaisselle, puis en y plongeant un bonhomme Lego pour surfer sur la vague de l'océan. Donc, ça fonctionne évidemment avec des liquides domestiques. Mais que se passe-t-il si le liquide est du métal, comme celui-ci? Parce que ce bol pèse 11 kilos. De mercure. Il est difficile même d'immerger ma main là-dedans. Ce qui signifie que si je prends une véritable enclume en fonte, elle devrait flotter comme un Coca Light. Testons ça. Ris. Regardez ça. Je veux dire, je comprends la science derrière ça, mais ça retourne quand même le cerveau. C'est de la vraie fonte. C'est lourd. Et pourtant, quand vous la mettez dans du mercure, elle flotte comme un bouchon. Allons pêcher des enclumes. Pour le numéro 3, il y a un moment, j'ai lu une histoire sur un célèbre mathématicien des années 1600. Il a remarqué que lorsqu'il accrochait plusieurs horloges à pendule dans sa maison, elles finissaient par synchroniser leur balancement, et ensuite elles restaient comme ça. Alors il s'est demandé, tout comme moi quand j'ai lu ça, comment ces horloges purement mécaniques, qui ne se touchaient pas, communiquaient-elles d'une manière ou d'une autre pour, après un certain temps, balancer en parfaite unison.
Et comme la devise non officielle de Crunchlab est penser comme un ingénieur, j'ai décidé de créer une expérience pour tester ça moi-même. Alors, nous avons pris 4 horloges et les avons mises sur le mur. Et après 4 jours, rien ne s'est passé. Mais quand vous pensez comme un ingénieur, vous savez que ce n'est pas un échec, c'est un indice. Alors, j'ai relu l'histoire et j'ai repéré un détail important que j'avais manqué la première fois. Les horloges n'étaient pas montées sur un mur comme on le pense aujourd'hui. Il était dit qu'elles étaient montées sur la même poutre en bois qui faisait partie du mur. Et vu les méthodes de construction des années 1600, il y a de fortes chances que cette poutre ait eu un peu de jeu. Et ce jeu est un détail très important. Voici ce que je veux dire. Si je balance ce pendule de marteau-pilon sous moi en étant sur un sol ferme, alors c'est juste le pendule du marteau-pilon que vous voyez bouger. Mais si je me tiens sur un skateboard où je n'ai pas un appui ferme, maintenant vous pouvez voir que le pendule me pousse aussi en arrière. Maintenant, voici la partie folle. Parce que l'horloge est solidement attachée à la poutre, cette poutre agit un tout petit peu comme le skateboard. Donc, ces pendules qui balancent déplacent très légèrement le mur. Donc, ça signifie que pendant que les horloges poussent légèrement en arrière et bousculent la poutre, elles commencent aussi à s'influencer et à se bousculer mutuellement. Donc, s'il y a une horloge qui est fortement désynchronisée avec les autres, avec le temps, ces petites poussées la remettent en phase. Alors, après avoir découvert tout ça, nous avons repris ces 4 horloges et cette fois, nous les avons attachées toutes à une poutre, qui était fixée au mur avec un peu de jeu intégré. Et cette fois, après 4 jours, encore une fois, rien ne s'est passé. Ce qui, encore une fois, était un indice, pas un échec. Il s'avère que pour que cela fonctionne vraiment avec des horloges à pendule, il faut un rapport très précis entre la masse de l'horloge et celle du pendule, comme celui configuré ici. Donc, comme je n'ai pas pu mettre la main sur l'horloge à pendule parfaite, voici une autre façon d'observer le même phénomène avec 140 pendules tous posés sur une planche qui peut librement osciller d'avant en arrière. D'accord, essayons. Un petit coup de main ici. C'est vraiment l'une des choses les plus cool que j'ai jamais vues. On dirait une bande de Stormtroopers. Et juste pour vous donner une idée de la rapidité avec laquelle ils se synchronisent, voici une prise ininterrompue pour que vous puissiez voir par vous-même comment le chaos se transforme en ordre en moins d'1 minute. Donc, comme vous pouvez le voir, même si nous les avons lancés complètement au hasard, en moins d'1 minute, ces poussées s'influencent effectivement mutuellement jusqu'à ce qu'ils balancent tous ensemble, tout comme les horloges il y a 400 ans dans la maison du mathématicien. Pour le numéro 4, avez-vous déjà remarqué que chaque fois que vous voyez une pleine lune, elle a toujours la même apparence? En d'autres termes, c'est toujours le même côté, même sur les photos. Eh bien, et l'autre côté? Eh bien, il s'avère qu'on ne voit pas l'autre côté parce que la Lune tourne parfaitement en synchronisation pendant qu'elle orbite autour de la Terre, donc on ne voit que les yeux globuleux. Mais c'est fou. Genre, quelles sont les chances que ça se synchronise parfaitement? Eh bien, on appelle ça le verrouillage par marée. Bien que ça semble improbable, on observe ça avec presque toutes les autres planètes et leurs lunes dans notre système solaire aussi. Et cette simple démonstration va nous donner le bon modèle mental. Si la Lune était parfaitement sphérique et équilibrée, elle tournerait comme ça, et un côté ne serait pas plus susceptible de s'aligner avec la Terre qu'un autre. Mais la Lune n'est pas parfaitement sphérique. Avec le temps, l'attraction constante de la gravité terrestre l'a rendue légèrement oblongue. Ce qu'on a un peu exagéré ici. Mais maintenant vous verrez que, comme le centre de gravité de notre Lune ne s'aligne pas exactement avec l'axe de rotation comme ici. Maintenant, peu importe comment je la fais tourner, il se trouve que le côté lourd de la Lune fait toujours face à la source de gravité la plus forte, qui se trouve être le centre de la Terre. Eh bien, devinez quoi? Dans l'espace, la source de gravité la plus proche de la Lune réelle est toujours le centre de la Terre, ce qui signifie que la vraie Lune aura toujours le même côté attiré vers nous, tout comme avec notre modèle. Et ça veut dire que chaque être vivant sur cette planète qui a jamais regardé la Lune a toujours vu ce même visage familier, et ça ne changera jamais. Maintenant, avant d'arriver aux 3 derniers, y compris répondre à comment les montgolfières dirigent. Si vous êtes comme moi et que vous aimez cette sensation d'eureka quand vous apprenez quelque chose de nouveau, alors j'ai une excellente nouvelle pour vous, car encapsuler ce moment est la raison pour laquelle j'ai créé Crunchlab. C'est la boîte d'ingénierie de Marc Robet, où vous recevez un jouet super amusant tous les mois par la poste, accompagné d'une vidéo où je vous enseigne toute la physique cool qui le fait fonctionner. Demain sera leur premier jour d'école. Oui. Félicitations. Super. Et avec autant d'animaux à distribuer. J'ai dû compter sur Tarek pour aider, ce qui était une erreur. Tarek, fais sortir les 10 prochaines chèvres en même temps. Oh, mec, ça fait beaucoup de chèvres. Ça fait beaucoup de chèvres. Allez, les chèvres. Allez, venez. On y va. Attends. Non, non, non. Quelqu'un attrape les chèvres. D'accord, Tarek. Tarek. Elles se sont échappées. Tarek,
T'es viré. Félicitations pour vos toutes nouvelles chèvres. Et je connais la façon parfaite de célébrer notre temps au Ghana. Vous avez déjà mangé du chocolat? Dites-moi ce que vous en pensez. Pas de problème. Vous aimez le goût? Oui. Vous voulez voir le drone? Oui. Si vous regardez en l'air, vous pouvez vous voir à la caméra. De rien, de rien, de rien, mon ami. C'est triste, mais 45% des enfants qui vivent dans des foyers de cultivateurs de cacao au Ghana travaillent dans un travail infantile illégal. Alors pour lutter contre ça, chez Fistable, nous travaillons avec les agriculteurs pour établir des systèmes de suivi et de remédiation du travail infantile, afin de sortir ces enfants du travail et de les mettre à l'école. C'était notre prière d'avoir des repas scolaires pour nos apprenants. Et maintenant, nous les avons. Alors, nous vous remercions beaucoup, et nous espérons que cela continuera pendant des années. J'espère pour toujours. Et maintenant que ces familles au Ghana ont assez à manger. Aux États-Unis, mettre fin à la faim nécessite de résoudre un problème complètement différent. Croyez-le ou non, l'Amérique produit tellement de nourriture que près de 40% de celle-ci est simplement jetée. Mais si nous pouvons préserver ne serait-ce que 10% de cette nourriture, nous pourrions théoriquement mettre fin à la faim aux États-Unis. Et cela nous amène au marché de gros de produits de Philadelphie, l'un des plus grands marchés alimentaires d'Amérique, où chaque année, jusqu'à 10 millions de livres de nourriture invendus risquent d'être gaspillés. C'est là qu'interviennent Evan et son association, Sharing Excess. S'ils n'ont pas d'endroit pour la vendre, la solution la plus simple est de la jeter. Prenons ces pommes de terre, par exemple. Un détaillant pourrait dire « Et, si elles expirent dans un mois, on n'en veut pas. » Mais vous, vous dites « Yo, pourquoi ne pas les donner à des gens qui meurent de faim ?» Exactement. C'est une évidence. Alors Evan et son organisation, Sharing Excess, collectent des millions de livres de nourriture, qui, pour des raisons absurdes, auraient été jetés. Qu'est-ce qu'on cherche? Ça a l'air bon. Ça va, on le met dans la boîte des bons. Celui-ci, il a l'air un peu. Pas terrible. Pas terrible. Jette-le dans la poubelle. D'accord. Et c'est tout ce qu'on fait. Ouais. Si on complique les choses, les gens ne le feraient pas. Attends, Tarek, pourquoi ton poivron est si petit? Je crois que j'ai le plus gros poivron des gars. Tout le monde sait que c'est ce qu'on fait avec son poivron. Attends. Ton poivron est déformé, Nolan. Il est, genre, tordu. Yo, les gars aimeraient avoir un poivron aussi gros. Toute cette nourriture, c'est juste ce qui a été donné aujourd'hui dans ce bâtiment. Et il y en a encore plus dehors. On a besoin de plus de camions pour pouvoir récupérer toute la nourriture qui est réellement disponible. Ce marché, et d'autres comme lui, ont tellement de nourriture que même l'organisation Sharing Excess ne peut pas tout distribuer avant que ça ne se gâte. Mais avec juste un camion supplémentaire, il pourrait sauver jusqu'à 7 millions de livres de nourriture supplémentaire chaque année. Et vous devinez peut-être où ça va. Mais j'ai fait en sorte qu'Evan ne puisse pas le voir quand je l'ai conduit à la surprise que je lui avais préparée. Evan, enlève ton bandeau et retourne-toi. Regarde ton tout nouveau camion. Ouais. Et encore une fois, juste en regardant cette vidéo, vous nous aidez à donner plus d'argent à Sharing Excess pour qu'il puisse continuer à remplir ce nouveau camion avec de la nourriture pendant des années. Mais laissez-moi vous montrer ce qu'une seule journée avec un camion supplémentaire peut faire. En commençant par approvisionner la cuisine double Trelly Food, où il prépare des repas gastronomiques pour les personnes dans le besoin tous les jours. Tout ce que vous voyez ici aurait été jeté. Mais maintenant, c'est un repas gastronomique qui va à quelqu'un dans le besoin. C'est fou. Et alors que les repas que nous avons cuisinés ont nourri 600 personnes, notre camion avait encore des milliers de livres de produits frais pour approvisionner plusieurs frigos communautaires, distribuer directement aux gens dans la rue, et même organiser notre propre distribution alimentaire en Caroline du Nord, où des centaines de personnes avaient besoin de nourriture nutritive. Et vous pouvez aider aussi, avec l'aide de DoorDash. En regardant cette vidéo maintenant, vous aidez à nourrir quelqu'un dans le besoin. Et pour une durée limitée, si vous achetez ce hoodie, disponible exclusivement chez Dashmar sur DoorDash, vous aiderez à donner 100 repas comme celui-ci à des personnes dans le besoin. J'ai des repas pour vous. Oh, merci beaucoup. Bien sûr. Je remarque qu'Evan met son branding Sharing Excess sur les hoodies DoorDash. D'accord, c'est parti. Oh, le voilà. Désolé,
J'ai dû mettre la distribution alimentaire en pause pour régler ça. Tu veux un chapeau? Scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Pour acheter votre hoodie sur DoorDash maintenant. Et maintenant, pour notre dernière énigme d'ingénierie, nous sommes de retour dans cette montgolfière alors que je lutte contre ma légère peur du vide. Ok, eh bien, je n'ai pas trouvé de volant, mais il semble assez clair que chaque fois qu'on ajoute de la chaleur, on monte. Les montgolfières utilisent une physique assez simple, et l'indice est juste là dans le nom. L'air chaud est moins dense que l'air froid, et nous savons grâce à nos canettes de coca que les choses moins denses montent. Donc, quand Matteo fait ça et chauffe l'air dans le ballon, il nous fait en gros devenir un Coca Light. Et puis, avec le temps, l'air extérieur refroidit l'air dans le ballon, le rendant plus dense, et donc nous commençons à redescendre comme un Coca classique. Donc, tout ce que vous contrôlez, c'est si nous montons ou descendons. Correct. Mais vous avez dit que vous pouviez me faire atterrir où je voulais. C'est aussi correct. Mais si le vent va dans cette direction et que je veux atterrir là-bas, ça doit être de la magie. Ouais, donc ce qu'on va faire, c'est... Ok, pause ici, parce que pour comprendre la réponse de Matteo, vous devez d'abord comprendre deux choses. La première, c'est que si le vent souffle dans une direction dans votre jardin, à 300 mètres au-dessus, il souffle presque certainement différemment, et à 300 mètres plus haut encore, ce sera encore complètement différent. Donc, la question devient, comment Matteo connaît-il la vitesse et la direction du vent à différentes hauteurs? Et c'est là qu'intervient le numéro 2. Parce que c'est le travail de quelqu'un tous les jours de lancer 2 ballons comme celui-ci dans le ciel à midi et minuit, heure de Londres. Mais cela se fait dans 1000 endroits à travers le monde, tous aux 2 mêmes moments exacts. Et ces ballons ont tous quelque chose appelé une radiosonde attachée à eux qui mesure des choses comme l'altitude, la pression, la température et le vent, puis ils transmettent les informations à la station au sol, qui sont envoyées dans des superordinateurs, et c'est la raison pour laquelle les prédictions de vent et de météo peuvent être si précises. Donc, 2000 de ces énormes ballons météo montent chaque jour, et ils finissent par éclater et atterrir quelque part, jamais récupérés. Maintenant, grâce à ça, les ordinateurs peuvent calculer la direction et la vitesse du vent à chaque niveau de l'atmosphère à mesure qu'on monte. Donc, un jour donné, Matteo vérifie simplement les cartes quotidiennes, et si ce sont les directions et vitesses de vent prévues, et qu'il veut qu'on atterrisse exactement ici, il lui suffit de monter. Et puis de monter encore. Et puis de baisser le ballon pour attraper les rivières invisibles d'air appropriées pour atterrir au parfait endroit. Donc, les montgolfières ne dirigent pas, du moins pas de la manière habituelle à laquelle on pense. C'est plus une collaboration avec Mère Nature. Donc, en quelque sorte, il est moins un pilote qui dirige magiquement et plus un météorologue. Ce qui signifie que la seule vraie magie ici, c'est toute la connaissance juteuse que je viens de transférer sans fil de mon cerveau au vôtre à travers cet écran. C'est Timmy, et c'est un prodige du piano. Il adore pratiquer, et ses parents n'ont pas à le harceler pour qu'il pratique non plus. J'adore ça. Fais ton truc, Timmy. Mais voici Cathy, et elle a perdu tout intérêt pour le piano après Hot Crossbin. Ce qui signifie que la pratique est une bataille et une corvée qu'elle ne veut pas faire. Et soyons honnêtes, maman n'a pas vraiment envie d'entendre non plus. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle pour vous, Cathy et maman, parce que pour le coût d'un mois de leçons de piano à contre-cœur et des réactions comme ça, vous pouvez obtenir une année entière de la Bill